A Arca de Noé. Fica à vontade. Esta é a história de Noé. Ele era pai de 3 filhos: Sem, Cã e Jafé. Só tô dizendo a verdade. Noé foi um homem justo e obediente a Deus. Mas no seu tempo, a terra estava corrompida, longe de Deus e cheia de violência. O Senhor viu que tudo na terra era corrupção, justamente porque o ser humano havia corrompido sua conduta. Então o Senhor disse a Noé: É claro que estou. decidi acabar com a criatura humana, pois não suporto corrupção e violência. Vou exterminar a terra inteira e todo ser vivo que estiver dentro dela. Mas eles ainda há muito por fazer. Deus está cumprindo com a sua palavra. Noé, constrói para ti uma arca de madeira resinosa, tapando os buracos por dentro e por fora. Esta arca terá 150 metros de comprimento, 25 de largura e 15 de altura. Olá, para você que está assistindo a gente na nossa canal. Quanto tempo? Hoje dia 26 Agora que a arca tá pronta. de janeiro. Só Deus pode responder. A gente está terminando o primeiro mês de janeiro, né? Nós fomos escolhidos por Deus. E hoje a gente vai falar sobre Noé. Muito a sério. Noé. E essa é uma tarefa que precisamos. Dieu dit, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre, pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Fais-toi une arche. Qui ne connaît pas l'histoire de Noé et de son arche? Élément central du judaïsme, du christianisme et de l'islam, elle décrit le grand déluge destiné à punir l'humanité pour ses péchés et la mission confiée par Dieu à un homme, construire une arche afin de sauver sa famille et un couple de chaque espèce animale. Mais quelle est la part de vérité derrière ce récit? Un homme a découvert un élément susceptible de nous éclairer. Cette tablette d'argile de l'ancienne Babylone raconte la même histoire que celle de Noé, mais elle la situe plus d'1 millier d'années auparavant. Et elle décrit comment construire une arche. Au lieu de faits inventés, on a une série de mesures et de chiffres qui sont bien réels. À l'aide de ce manuel de construction, une équipe d'archéologues a décidé de reconstituer un prototype du navire. Ils vont ainsi redécouvrir à la fois les matériaux et les techniques de cette civilisation antique. C'est le début d'un incroyable voyage au cœur de l'ancienne Mésopotamie. Une enquête sur l'histoire qui est à l'origine du mythe et sur la naissance d'une légende. À lui seul, ce document cunéiforme a bouleversé notre interprétation. Oh Pai poderoso, Pai, você que falou no seu Salmo 23 que você é nosso pastor. Senhor, que a gente não vai faltar de nada. Lembra dessa palavra hoje e abençoar seu servo diante da face da terra. Todo mundo que está assistindo a gente no nosso canal, onde ele estiver, Senhor, abençoar. Vai, faz sua milagre na nossa vida. O nome de Jesus, nós oramos. Amém. Eu me casei com você. Farás uma coberta para a barca e deixarás um espaço de meio metro entre os laços e a coberta. Esta barca será de 3 andares,
com apenas uma porta de lado. Você acha ruim a gente ficar feliz quando a gente sabe? Tão feliz. Somente pelo meu pai. Vou mandar um dilúvio sobre a terra para destruir tudo que tem vida. E temo Confesso que algumas vezes eu tive medo. ainda continuidade descendente. Tanto os seres humanos quanto os animais, todos morrerão. Essa tarefa Eu nunca duvidei da é em quem meu pai tem sido diante de Deus. Contigo, porém, Noé, O segredo está quero estabelecer minha aliança. E eu quero andar nos mesmos caminhos dele. Acompanhado pela família, entrarás na barca, e de cada ser vivo, de tudo que é mortal, farás entrar 2 animais de cada espécie, um macho e uma fêmea, para conservá-los vivos. Porém, disse o Senhor Deus, não se esqueça de recolher todo tipo de alimentos para não faltar comida. Como assim? E Noé fez tudo como Deus havia mandado. O que você está falando? Então o Senhor disse para Noé, Só um pouquinho da cidade antes dele. tu és o único justo que encontrei nesta geração. Como assim? Dos animais puros toma 7 casais, um macho e a fêmea. E dos animais impuros, A gente não sabe quando um casal, a fêmea com o macho. Também das aves do céu, 7 casais levarás, a fêmea com o macho, para que haja preservação de cada espécie. Esqueci o que eu não tenho suportado. Dentro de 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. Assim vou acabar com todos os seres vivos que criei. Não sei. Eu nunca quis voltar pra cidade. Não sou sua amiga, ela tinha uma despedida. Bem rápida. E Noé fez tudo como Deus havia mandado. Entrou na barca levando, além de um casal de cada espécie dos animais, os seus filhos, sua mulher e as noras, vencendo as águas do dilúvio que realmente começaram a inundar a terra. Choveu 40 dias e 40 noites sem parar. A água subiu, levantou a barca e ela começou a boiar. Esquece a vida que E foi subindo tanto que as mais altas montanhas da terra ficaram cobertas. Realmente, no dilúvio, morreu tudo que tinha vida e respirava na terra, com exceção daqueles que estavam na arca de Noé. Irmão, hoje é um dia especial, dia e a gente vai falar de Noé. Noé que é um homem abençoado, um homem de Deus, um homem que Deus se revelou. Irmão, nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre a revelação de Arca de Noé. O que essa palavra quer trazer para a gente? Olha, irmão, essa palavra está trazendo para a gente que Deus já começou a editar a lei dele. Ele é leia, ele não gosta de bagunça. Ele já começou, não é com Moisés que Deus começou a falar de lei dele. Ele já começou do Noé, irmão. A palavra fala o quê? Dia de Noé. Receba os prezares ardentes, desfrute o instante de crentes, vem,
E se encante, puxe os sabores, se entregue. A noite Ela é impressionante. Pronta. Quem diria? A arca durante todos esses anos. Alguma vez você duvidou? Nunca. C'est le début d'un incroyable voyage au cœur de l'ancienne Mésopotamie. Une enquête sur l'histoire qui est à l'origine du mythe et sur la naissance d'une légende. À lui seul, ce document cunéiforme a bouleversé notre interprétation de l'histoire de l'Arche. Você não vai. Me preocupo. Foi por isso que ele te escolheu. Tenha paciência com ela, não é? Cã e sua esposa. L'homme qui a révélé les secrets de la tablette est le professeur Irving Finkel du British Museum à Londres. Cet archéologue est aussi un spécialiste du plus vieux système d'écriture du monde, le cunéiforme. Cette forme d'écriture est apparue là où se trouve actuellement l'Irak, dans une région située entre le Tigre et l'Euphrate, la Mésopotamie. La Mésopotamie est le berceau des premières grandes civilisations, comme les Sumériens du 4e millénaire et les Babyloniens du 2e millénaire avant notre ère. Le British Museum possède 130 000 tablettes écrites à cette époque, désormais sous la garde du professeur Finkel. Ceux qui ont écrit ces tablettes n'imaginaient pas qu'elles dureraient aussi longtemps, ni qu'on saurait les lire 4000 ans plus tard. Et pourtant c'est le cas. C'est presque par hasard que l'archéologue est entré en possession de la tablette qui a révolutionné notre vision de l'histoire de Noé. En 1948, Leonard Simmons, un officier de la Royal Air Force en service au Moyen-Orient, achète un curieux morceau d'argile sur un marché. L'objet traînera dans un coin de sa maison pendant 40 ans, jusqu'à ce que son fils l'apporte au British Museum pour avoir une idée de sa valeur historique. La tablette vient de Babylone. Voilà à quoi ressemble la tablette. Rien d'exceptionnel jusqu'à ce qu'on la lise. J'y ai jeté un œil et à ma grande surprise, j'ai compris dès la première ligne qu'il s'agissait d'une autre version du déluge. Datée d'environ 1750 avant notre ère, la tablette raconte une histoire d'inondation très semblable à celle de Noé. Mais elle précède d'au moins 1000 ans les premières versions de la Bible. Un déluge va détruire le monde. Les dieux choisissent un homme, un héros qui doit construire un bateau pour embarquer des formes de vie et résister à la montée des eaux, pour que tout recommence après. Depuis le milieu du 19e siècle, on a déjà retrouvé 8 tablettes de l'ancienne Mésopotamie qui racontent une histoire de crue cataclysmique envoyée par les dieux, avec un héros chargé de fabriquer un bateau pour sauver quelques animaux. Celle-ci est donc la 9e, mais elle contient des éléments inédits, et le professeur Finkel est déterminé à en extraire toutes les informations. Il l'apporte à l'université de Warwick, au sud-est de Birmingham.
Les équipes créent un modèle numérique en 3 dimensions pour lui permettre d'étudier le texte dans le moindre détail. La tablette commence par les instructions d'un dieu sumérien au héros de l'histoire, Atrahasis. Il lui dit d'abattre sa maison et d'utiliser les débris pour construire le bateau. Vient ensuite une description détaillée du bateau. Donne-lui et une forme circulaire. Quand on déchiffre ce drôle de texte, on ne peut pas nier que c'est ça l'idée. Le bateau était rond. L'ancêtre du navire de Noé pourrait-il être un bateau circulaire, un coracle? On se dit, comment est-ce possible? Pour moi, l'arche est l'une des choses les plus célèbres et les plus emblématiques. On a tous entendu parler de l'arche de Noé. Mais je ne crois pas qu'on ait envisagé la possibilité qu'elle soit ronde. Cette embarcation ronde semble pourtant être davantage qu'une simple fiction. Un peu plus bas dans la tablette, on découvre qu'il y a des instructions détaillées sur la construction. Ce manuel énumère les composants et les proportions de l'arche avec une précision mathématique qui suggère une connaissance approfondie de l'architecture navale. Au lieu de faits inventés, on a des éléments fondés sur la fabrication d'un véritable coracle. Ça ne peut pas être un hasard. L'existence de ce genre de navire ne fait aucun doute. Au British Museum, des fresques du 1er millénaire avant notre ère représentent de vastes coracles babyloniens avec des chargements de pierre. Les instructions de la tablette permettent-elles de construire une arche qui flotte? Et si c'est le cas, faut-il en déduire qu'elle a réellement existé? Ce qu'il nous reste à faire, c'est reprendre ligne par ligne ces instructions et construire un coracle géant. S'il y a un homme au monde qui peut relever le défi du professeur Finkel, c'est Tom Vosmer. Cet archéologue s'est spécialisé dans la construction de bateaux anciens à partir de documents historiques. On a tous une image de l'arche. Et tout à coup, on découvre un texte qui nous dit « elle est ronde, c'est un bateau panier ». C'est fascinant. Et il faut voir si ça peut fonctionner. Il est accompagné d'Eric Staples, archéologue et architecte naval spécialisé dans la navigation des bateaux primitifs, et d'Alessandro Guidoni, autorité mondiale en matière de construction de navires anciens. Ils se sont appuyés sur la traduction du professeur Finkel pour convertir les mesures babyloniennes. Mais ils se heurtent tout de suite à un obstacle, la taille de l'arche. 60 mètres. 1 500 000 kilos de bois. Quoi? On arrive à 2300 tonnes. Bonjour Irving, ça va? Je suis là, allez-y. La principale question, ce sont les dimensions. La taille du bateau semble extraordinaire, voire impossible. D'accord. Je sais que ces chiffres sont démesurés et semblent relever de la mythologie. Mais il ne faut pas oublier qu'ils découlent d'une véritable expérience de la construction navale. Ce qu'on a, c'est un vrai bateau dont la taille a été exagérée par lyrisme ou pour impressionner le lecteur. Mais ce qui compte, c'est que c'est un vrai bateau. C'est exactement ce que je pense. Mais jusqu'où peut-on aller? Quelle est la taille maximale d'un coracle? Je dirais qu'il faut prendre les données mathématiques et voir jusqu'où on peut agrandir le modèle avec les mêmes matériaux et le même système pour obtenir une embarcation fonctionnelle mais fidèle à cette idée babylonienne. Ça vous semble possible? La taille n'est pas le seul problème. Si la tablette décrit la forme de l'arche et énumère les matériaux nécessaires à sa construction, elle fournit peu de détails sur comment les assembler. Sim, senhor. Tem certeza? Pour combler les zones d'ombre, Eric Staples se rend dans une région particulièrement dangereuse. Les puits de pétrole du sud de l'Irak
font l'objet d'une surveillance maximale. J'entre dans un environnement à risque pour obtenir plus de détails sur la façon dont on construit une arche babylonienne. C'est une première pour moi. Il a découvert un vieux film tourné en Irak dans les années 40 et dans lequel on voit de grands coracles, appelés Kufa. Le Kufa devrait nous aider à mieux comprendre le texte. S'il parvient à percer le secret de fabrication de ces drôles d'embarcations, il saura peut-être comment construire l'arche. Il fait route vers l'endroit où se trouve le dernier de ces bateaux traditionnels, dans les grands marais du sud de l'Irak, une zone humide au milieu du désert. Eric a rendez-vous avec Azam Al-Wash. Ce spécialiste de l'architecture navale dans les zones marécageuses est aussi le propriétaire du dernier Kufa irakien. Avec le développement des routes modernes, des ponts et des vedettes fluviales, les Kufa ont peu à peu disparu. Si cet exemplaire existe, c'est uniquement parce qu'Azam l'a fait construire. Bonjour, Eric. Azam. Enchanté. Moi aussi, comment allez-vous? Bien, et vous? Très bien. Voilà notre Kufa. C'est donc lui. Magnifique. Pour le construire, on a d'abord tressé les cercles du fond. On ajoute un cercle après l'autre et on les attache à l'aide des techniques de vannerie traditionnelles. Eric reconnaît les éléments et les matériaux mentionnés sur la tablette. Des cordes, des membrures et du bitume. La corde, tressée à partir de fibres de roseau, est torsadée pour maintenir la coque. Les membrures de bois forment le squelette. Et le bitume, une substance semblable à l'asphalte, assure l'étanchéité du tout. Il est utilisé depuis l'Antiquité. Vous croyez que je peux l'essayer? Mais oui, pourquoi pas? Super. Hey, quel marin! Ce sera sans doute le seul contact physique d'Eric avec l'arche qui a inspiré le mythe du déluge. Le Kufa, c'était le principal bateau de commerce sur le Tigre et l'Euphrate. Il était certainement fait pour transporter de gros chargements. Et ça correspond à l'idée de transporter un couple de tous les animaux connus. Ça, c'est un gros chargement. Il ne reste plus qu'à trouver comment en fabriquer un modèle géant. Mais quelle est la taille maximale d'un bateau rond? Les plus grands Kufa dont on ait la trace mesuraient 6 mètres de diamètre. Est-ce la limite de cette technologie? Eric Staples va devoir explorer toutes les pistes possibles. Azam veut faire découvrir à son collègue une utilisation des roseaux qui remonte à plus de 5000 ans. Ceci est un moudif, une maison faite en roseaux. La rigidité de la structure vient entièrement de la tension exercée par ces arches. On n'a pas du tout mis de métal. Que des roseaux. Les bottes sont maintenues par la tension de ces roseaux torsadés. Les Babyloniens auraient-ils employé la même technique pour construire un super Kufa? Donc, la ceinture qui se trouve là permet de maintenir l'ensemble grâce à la tension naturelle, à la résistance des roseaux. Même s'ils sont flexibles, il y a quand même une résistance, en particulier quand on les met en botte, surtout quand on les rassemble comme ça. Et ça ferait 10 ou 15 mètres. 10 ou 12 mètres, oui. D'accord. Quand il est arrivé, Eric Staples n'avait que les instructions d'une tablette vieille de 4000 ans. Il a maintenant l'esquisse d'un plan pour son grand coracle babylonien. Mais il y a encore beaucoup d'obstacles à surmonter, à commencer par l'emplacement du chantier. J'adorerais construire l'arche en Irak, mais avec les problèmes de logistique et de sécurité, ce n'est pas réaliste. Où pourrait-on s'installer alors? Eric et son équipe s'appuient sur les informations fournies par la tablette du professeur Finkel pour fabriquer un coracle semblable à ceux des Babyloniens.
L'arche de la légende devait ressembler à ça. D'après la tablette, elle était assez vaste pour transporter un couple de tous les animaux qui peuplaient le monde antique. Pour créer l'embarcation qui l'a sans doute inspiré, l'équipe va suivre les instructions du manuel et tenter de reconstituer ce qui manque. Ils ont choisi le lieu de leur chantier, le sud de l'Inde. Le réseau de lacs et de rivières du Kerala abrite une industrie navale prospère, avec une main-d'œuvre qualifiée et un accès aux mêmes matériaux que ceux décrits dans la tablette. Les plantes fibreuses que les archéologues vont utiliser pour la coque sont des roseaux, coupés dans un marais voisin. Ceci n'est que la première livraison. Une partie des 16 tonnes de bois nécessaires à la construction de l'arche arrive au chantier naval. Les spécialistes se sont mis d'accord sur la taille du bateau. Il fera environ 12 mètres de diamètre. Mais cela signifie qu'il pèsera environ 35 tonnes. Pour eux, c'est le poids maximum qu'on peut viser avec ces matériaux et ces techniques. Une fois l'arche mise à l'eau, la flottabilité fera remonter le fond, ce qui risque de disloquer la structure. Plus l'arche est grande et plus la pression est forte. Les plus grands koufas dont j'ai entendu parler faisaient dans les 6 mètres de diamètre. On compte aller bien au-delà puisque le nôtre sera 8 fois plus grand en volume. Donc la pression qui s'exercera augmente de façon exponentielle. Selon eux, les Babyloniens n'avaient qu'un seul moyen de renforcer la structure pour l'empêcher de se casser. La tablette précise que l'arche compte 30 membrures. Ils les assemblent en treillis. Les membrures seront maintenues par des cercles. Le pont augmentera la rigidité et une multitude d'étais empêchera le fond d'exploser sous la pression. Peut-être que ça va craquer de partout, comment savoir. Mais peut-être aussi que ça va marcher et qu'on se dira « Ah, on aurait pu faire un peu plus grand ». L'arche sera fabriquée à l'aide d'outils traditionnels et sans utiliser ni métal, ni enduit ou colle moderne. Le chantier durera 6 mois. Après quoi, il faudra relever le plus grand des défis, la mise à l'eau. Un bateau possède généralement une quille qui lui permet de glisser sur l'eau. Mais sur un bateau rond, il n'y a pas de quille. L'extérieur sera simplement recouvert d'une couche de bitume. On ne peut pas traîner le bateau sur le sol. La couche de bitume est extrêmement fragile. Elle est très tendre et il ne faut surtout pas l'abîmer. C'est elle qui assure l'étanchéité du bateau. Sans le bitume, le bateau ne flottera pas. Pour cette étape, la tablette n'est d'aucune aide. Le héros de l'histoire, Atrahasis, se contente d'attendre la montée des eaux. Est-ce là ce qu'ont fait les Babyloniens? C'est une des grandes questions, une question brûlante. En imaginant qu'un bateau de cette taille ait été construit, il aurait été très difficile à mettre à l'eau, à moins d'une crue. On attendait peut-être que le niveau monte. Quel genre de crue aurait pu emporter un tel bateau? On considère le déluge de la légende babylonienne comme une catastrophe imaginaire. Mais en est-on sûr? Mur de roseaux, mur de roseaux. Il faut imaginer un dieu là-haut qui s'adresse à ces roseaux. Et les roseaux ondulent dans le vent en écho à ces mots. Les dieux s'apprêtaient à détruire le monde par un déluge. Il est évident que l'histoire se déroule dans un monde dominé par l'eau.
Mais quand on voit le paysage actuel, on a du mal à imaginer qu'il ait pu connaître de telles inondations. Cet endroit a été l'un des centres de la civilisation sumérienne d'abord, puis babylonienne, la ville antique d'Ur. Environ 2000 ans avant notre ère, elle comptait 65 000 habitants. Aujourd'hui, à seulement 22 km de la bordure des Grands Marais, les vestiges de la ville se dressent dans un paysage aride. Et il y a quelques milliers d'années, les grandes cités de Mésopotamie présentaient tout un aspect très différent. La vie ici dépendait d'un immense réseau hydrographique. Pascal Butterlin, professeur d'archéologie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, est un spécialiste de l'expansion urbaine en Mésopotamie. Ses recherches ont montré que l'eau était le moteur de ces premières civilisations. L'eau, dans la matière, elle a un rôle d'abord, tout bêtement évidemment, pour apporter la vie et donc tout simplement permettre les récoltes. Elle a aussi un rôle pour le transport. Ce qui explique le développement de ces cités gigantesques. C'est l'existence d'une batellerie très importante qui permettait de ravitailler les grands centres urbains. Dès le milieu du 4e millénaire avant notre ère, s'est mis en place un très vaste système d'échange. Aucune ville isolée ne survit. Elles sont tout un chapelet, on a parlé même d'archipels de villes qui sont reliées les unes aux autres et qui s'enrichissent mutuellement à travers ces échanges. Et le résultat de ces échanges, c'est tout ça. Au British Museum, Noé vai, dia de vem de Jesus, né? Vai parecer como dia de Noé. Irmão, eu quero falar para você. Você está se preparando para esse dia? Você está se preparando, irmão? Porque Noé avisou. Tem tanta pessoa hoje que está avisando você para esse dia. O último tempo que está chegando. Você está se preparando. Você está orando, você está buscando Deus na sua casa, na sua família, na sua igreja, na rua, você está fazendo. Irmão, a gente tem que perguntar essa palavra para a gente tem que perguntar essa coisa para a gente, porque dia de Noé vai parecer como dia de vem Jesus. Muito obrigado. Deus abençoe cada um de vocês. Assiste, deixa seu like, compartilha nosso vídeo e faz inscrição no nosso canal. Muito obrigado. Até mais. Filha, e do meu genro para celebrar a visita da minha filha. Que Enoque receba bem os seus filhos. Des trésors sumériens mis au jour à Our. Les restes inhumés de toute une dynastie royale. Des ouvrages réalisés avec de l'or et des pierres semi-précieuses importées. C'est la plus grande collection d'objets en métal jamais découverte en Mésopotamie. Elle témoigne non seulement de l'ampleur du réseau commercial des Sumériens, mais aussi d'un savoir-faire exceptionnel dans le travail du métal, avec l'utilisation de techniques comme le moulage et des mosaïques complexes. Ces trésors ont été exhumés dans les années 1920 et 1930 par un certain Sir Charles Leonard Woolley. Mais cet archéologue britannique a trouvé autre chose à Our. Quelque chose qui en révèle plus sur cette civilisation que n'importe quel objet en or. Diff Mushin est le gardien du site. Son grand-père travaillait avec Sir Woolley quand ce dernier a mis au jour une couche de limon qui faisait 3 mètres d'épaisseur. Elle n'avait pu être déposée là que par une gigantesque crue. Ils ont trouvé une couche de sable au sud, au nord, à l'est et à l'ouest d'Ur. Ça signifie qu'une immense crue s'est produite, et d'après eux, ce serait le fameux déluge de Noé, le grand homme, le grand prophète de l'époque. La rumeur qu'il existait une preuve du déluge biblique a rendu cette couche de sable plus célèbre que tous les trésors d'Ur. En particulier quand d'autres archéologues ont découvert des dépôts de crues dans des villes voisines, comme Uruk, Chouroupak et Kish. L'idée d'une seule grande crue a fait son chemin dans les esprits.
Mais il y avait un problème. En datant les couches, on s'est aperçu qu'elles avaient été causées par différents événements étalés sur plus de 1000 ans. L'un d'entre eux est peut-être le déluge, mais lequel ? L'archéologue Jennifer Pournelle a peut-être une idée. Depuis plus de 10 ans, elle s'intéresse à l'évolution du paysage irakien au fil des millénaires. Aujourd'hui, elle s'apprête à faire son 130e prélèvement. Et elle espère que ce sera le dernier. Elle creuse à 80 km au sud d'Our, dans un marais récemment asséché pour l'exploitation pétrolière. C'est l'occasion pour elle de prélever un échantillon de terrain non contaminé et ainsi d'obtenir une datation précise. On a un limon d'un gris très clair et des petits coquillages typiques des marais d'eau douce de la région. Ça indique que notre prélèvement a été protégé par cette couverture de marais jusqu'à son assèchement récent. Cette carotte aidera à déterminer si la Mésopotamie a bien été frappée par une crue cataclysmique et à quel moment. Ça doit être l'an 0. Et ça, environ 1000 ans avant notre ère. Et si on a de la chance, c'est à peu près là que la tablette a été gravée. La carotte porte l'empreinte des dépôts de crues saisonnières qui ont créé le marais. Regardez ça. On a des couches assez lisibles. Vous voyez ces jolis sédiments orange ? Ça indique qu'il y avait une rivière qui sortait périodiquement de son lit et déposait des sédiments. Mais peu de temps après, l'eau a tout recouvert et c'est devenu un marais. La datation de l'échantillon lui permet de synchroniser le reste de ces données pour savoir où a eu lieu la grande crue. L'eau était partout. Chaque année, il y avait une crue au printemps et une autre en automne. Le Tigre et l'Euphrate connaissaient aussi de super crues. Tous les 10 ans, 100 ans, 1000 ans. En gros, tous les habitants de la région ont connu une crue. On aurait pu leur demander « Vous vous souvenez des inondations ?» La réponse aurait été « Oh oui ». Bien sûr, on ne parle peut-être pas de la même crue, mais ça n'a aucune importance. On peut tous se projeter dans cette situation. Voilà pourquoi le mythe du déluge trouve un tel écho dans cette région. Ainsi, la légende du déluge ne serait pas issue d'un grand cataclysme unique, mais de plusieurs siècles d'inondations. Et cela n'a fait qu'empirer quand les hommes ont tenté de contrôler l'eau. Pour fournir à ces villes en pleine expansion un flux continu, des systèmes d'irrigation complexes ont été mis en place. Les premiers de notre histoire. Il avait de graves problèmes. Olha ao seu redor. Todo mundo aqui, filho. Essa diversão é ilusória. Chama a Thalia. Vamos embora logo daqui, angustiado. Vamos, cara. Ah, não tô vendo ninguém angustiado aqui. Vão vocês. O quê? Angústia. Que não pode nem aproveitar a vida que tem. Aquela arca... Nem eu. Angustiado parece ser o Khan. Filha. Os outros filhos deviam fazer o mesmo que o Khan. Deve ser uma cela. Eu tenho pena dessa família. Nada de mal vai nos acontecer. O Ziano vai proteger a gente, você tá se preocupando. É isso mesmo que você quer, Khan? Quer que vocês venham morar aqui? Ela não quer só passear quando à toa. Será que você não vê que a Thalia... Querem separar o casal. Cadê o amor que você está... Khan, ela quer voltar pra cá. Olha só. Tá, vai embora. Some daqui. Esse não é o momento nem o lugar. Tu pregam? É mesmo, Noé. Seu hipócrita. Vão, por favor. Vão. Dá pra gente conversar, pai. Vão embora, depois eu explico tudo melhor. Fez bem. Obrigada por não ter cedido, meu.
senso e vá embora. Eu só espero que Noé tenha bom. Ou eu não garanto a segurança dele. A terra. Pai, vamos embora. E os poucos justos que restavam estava cheia de violência. Estavam correndo risco. A gente está completamente fora do controle. Mas é minha família. Lá pro meu pai embora antes que aconteça alguma tragédia. Ficou doido. Nem eu. O tempo tá correndo. Não gosto quando ela fica quieta desse jeito. Ando. Eu não preciso. Você está plantando que... Ainda temos muito trabalho pela frente. Você tá me ameaçando. Ai, isso é muito cabeça dura. Vai colher amanhã. Eu não tenho nada a ver com isso. A pessoa mais fácil de conviver do mundo. Será que você não entende?